Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on plonge dans GitHub Actions et ses fonctionnalités plus avancées. Chez Mirego, on peut dire qu'on est des power users de GitHub Actions et on avait envie de partager nos connaissances qui vont au-delà de l'utilisation un peu plus classique de l'outil. Je reçois Joey Bolduc-Gilbert et Randy Sabrois, deux développeurs qui ont accumulé un très grand nombre de minutes à l'intérieur de GitHub Actions et qui vont nous en parler avec passion. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Automatisation dans des épisodes précédents, on a mentionné qu'on utilise GitHub Actions de façon assez intensive chez Mirego, autant pour l'intégration continue que pour nos processus de build, de déploiement, plusieurs de nos processus de gestion interne, etc. Aujourd'hui, on avait le goût de parler, de plonger un peu plus dans GitHub Actions, de jaser de comment, oui, c'est facile de mettre quelque chose en place avec GitHub Actions, mais également comment on peut pousser ce produit-là pour encore plus en tirer avantage. On va faire un petit tour de ce qu'on fait concrètement chez Mirego pour l'utiliser, selon nous, de la meilleure manière possible. Je reçois aujourd'hui deux développeurs dans l'équipe qu'on peut considérer comme des power users de GitHub Actions. Joey Bolduc-Gilbert, développeur spécialiste DevOps, et Randy Sabrois, développeur logiciel. Bonjour, messieurs. Salut. Donc, si on se prend quelques pas de recul puis qu'on retombe un peu à la base pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle ici, c'est quoi GitHub Actions? Qu'est-ce que ça permet de faire? Comment est-ce qu'on l'utilise? Ouais, mais je peux commencer. Dans le fond, GitHub Actions, ça a été introduit en bêta il y a à peu près 4 ans par GitHub pour justement répondre à la concurrence qu'il y avait justement CircleCI, TravisCI, etc. Dans le fond, les autres, ils voulaient développer leur propre engin pour mieux intégrer ça dans la plateforme puis offrir évidemment de la plus-value. Puis dans le fond, concrètement, ça permet d'exécuter du code sur le cloud configuré dans des fichiers YAML là, dans un repo Git. Je dirais qu'après ça, on peut faire un peu ce qu'on veut, autant rouler des commandes bash que appeler des conteneurs Docker puis instancier des bases de données si jamais c'est nécessaire. Nous, on s'en sert un peu à toutes les sauces, autant pour rouler des tests que pour builder des applications web et mobile. C'est un peu finalement un genre de carré de sort dans lequel on peut jouer, c'est comme un genre de machine, une nouvelle machine, un nouvel environnement qu'on peut faire pour exécuter juste des commandes. C'est quoi la différence avec Travis ou avec CircleCI? Ben, un des gros avantages, selon moi, c'est que c'est vraiment bien intégré avec la plateforme de GitHub. Donc, c'est vraiment à même le repo. On peut faire des changements dans l'YAML, directement dire c'est quoi qu'on veut. Puis GitHub Action, après ça, va être capable d'écouter différents événements qui se passent dans le repo. Fait que autant quand on envoie des commits, qu'on ouvre des pull requests, il va être capable de tout savoir ça puis réagir en fonction de comment on l'a configuré. Fait que ça, c'est un gros avantage que ça demande un peu plus de configuration sur les autres plateformes alternatives. OK. Puis mettons qu'on parle de termes de base de GitHub Action, c'est quoi le vocabulaire qu'on emploie quand on parle de GitHub Actions? GitHub Actions va avoir, dans le fond, leur unité de base, c'est des workflows. Fait que c'est ce qui permet de définir un ensemble de tâches pour un but spécifique. Après ça, à l'intérieur de chaque workflow, il va y avoir plusieurs autres subdivisions qui vont nous permettre de vraiment dire c'est quoi qu'on veut faire. Puis on peut avoir plusieurs workflows par repository. Fait que pour faire, dans le fond, ça peut servir à différentes choses. Fait qu'on pourrait avoir, par exemple, un workflow pour le build d'une plateforme spécifique, puis avoir un workflow différent pour un build différent pour, par exemple, un monorepo qui aurait plusieurs plateformes dans le même repo. Puis les subdivisions que tu dis d'un workflow, c'est que là, après ça, un workflow est divisé en jobs? Exactement. Fait qu'un workflow va être divisé en jobs, puis après ça, dans les jobs, on va avoir des steps qui vont être les différentes étapes que là, un step va vraiment être plus proche d'exécuter une ligne de code, par exemple, ou une commande bash ou lancer un container. Fait que c'est vraiment plus granulaire comme ça. OK. Ça fait sens, parfait. Puis bon, si là, tantôt, on parlait un peu de l'avantage de GitHub Actions sur les autres plateformes. Tu sais, là, on a parlé beaucoup des autres plateformes. En fait, on a parlé là des plateformes plus cloud, là, tu sais, pas dans des Jenkins ou des autres trucs similaires, mais j'imagine que ça, c'est une des forces aussi d'être. En fait, la force de GitHub Actions, c'est quoi? C'est que c'est lié. L'intégration est bonne avec GitHub, mais aussi le fait que ça, c'est comme on a cloud, t'as pas une machine à t'occuper. Oui, en effet. Dans le fond, GitHub Actions vont nous proposer d'utiliser leur machine à eux, qui ont une machine, dans le fond, ils vont avoir des machines virtuelles Linux, Windows et macOS.
qu'on peut utiliser. Puis ils offrent aussi la possibilité d'amener nos propres machines. Fait qu'on a vraiment les deux options, là. Et puis même, on est capable de faire du hybride, fait que d'utiliser un peu de leur machine, un peu des nôtres, dépendamment de ce qu'on veut faire. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Parfait. On pourra en parler tantôt. Ça. Absolument. Excellent. Une autre force de Declaration, je pense que c'est le fait que la communauté a quand même embarqué beaucoup dans le projet. Il y a beaucoup d'actions de la communauté qui ont été développées pour, si on veut standardiser les opérations que beaucoup de gens ont besoin de faire, que ce soit se connecter sur un compte Docker, sur un repository Docker privé ou bien installer une version spécifique d'un langage. Il y a toutes des actions qui sont maintenues puis officiellement supportées puis vraiment assez flexibles pour qu'on peut les configurer pour que ça réponde à notre propre besoin spécifique. Ce qui existe seulement dans d'autres plateformes. Je sais qu'avec Jenkins, il y a quand même un gros écosystème de plugins, mais ça m'a quand même toujours paru un peu opaque. Là. Ben, pas opaque, mais genre, c'est pas trop c'est quoi, c'est un plugin, il y a un repo de plugin qui existe, un registry de plugin versus avec GitHub, ça me semble être plus, une action, c'est un repository, tu peux aller browser le code. On dit que, encore une fois, cette intégration-là avec Git est quand même vraiment hot, que tu sens pas que tu es en train d'utiliser un plugin, tu es en train, vraiment, ça reste dans le code, dans leur écosystème à eux, là. Exact. Puis dans le fond, les actions qu'on peut prendre sur qui existent, comme tu disais, Joey, sur le marketplace GitHub, c'est des actions qui vont fonctionner de 3 manières différentes. Fait que ça va être une action qui va être du code JavaScript directement. Ça va être un container Docker qu'on va exécuter, ou ça va être carrément juste une configuration YAML qui va exécuter les commandes sur le système. Fait que c'est tout le temps un de ces trois-là, puis on peut voir le code en arrière de ça, c'est quoi que l'action fait réellement. Puis comme tu disais, c'est tout le temps aussi relié à un repository qu'on peut aller voir. C'est sûr que ça rajoute... c'est intéressant pour ça. Là. En fait, on peut contribuer à des actions. C'est ça, c'est tout un peu dans ce même écosystème-là. Là. OK. Puis, si on parle, mettons, on y a touché un peu, là, aspect plus avancé de ça, ces actions-là, ce partage d'actions-là, ce partage de workflow, comment est-ce qu'on utilise ça chez Mirigo? Pourquoi on pense que c'est important? Est-ce qu'on devrait plus dupliquer du code? Est-ce que c'est un avantage, en fait, d'aller extraire des actions pour qu'elles soient réutilisables partout? Je peux commencer. Là. Il y a comme différentes façons de partager des workflows. Tu peux soit utiliser des actions composites qui sont généralement un bout de workflow qui va être réutilisé plusieurs fois à l'intérieur d'un seul repo Git. Okay. Donc, tu peux avoir, je sais pas moi, un projet qui a 6 workflows qui ont besoin de check-outer le code puis d'installer une version spécifique d'un autre. Ben là, c'est possible de... Comme une série d'étapes. C'est possible de réutiliser ça, de le définir à un seul endroit puis s'assurer que tous les jobs utilisent le même ordre, la même façon, les mêmes versions, etc. Puis tu as aussi l'option, on peut publier des actions Mirigo qu'on pourrait partager dans différents projets, différents clients, des recettes, je sais pas moi, des recettes pour rouler des tests ou pour publier un artefact ou des choses comme ça que c'est possible de partager ou poster sur Slack quand on déploie en production, par exemple. Tout ça, c'est vraiment juste pour éviter de dupliquer du code. C'est un peu un genre de... En fait, un principe qu'il y a dans... En fait, ce qui est cool, ça fait que ça traite tes workflows, des actions comme étant des scripts de code, puis après ça, tu peux partager, tu peux éviter, tu peux mettre en place des bonnes pratiques de code dans tes workflows là, qui sont finalement juste du YAML. Ouais, c'est que sinon, tu as les mêmes problèmes que tu as en dupliquant du code. Il faut que tu maintiennes la même version des 6 actions dans 5 repos différents, puis que tu oublies, puis tu corriges les mêmes bugs dans chaque repo, parce que, évidemment, c'est du code, ça se peut qu'il y ait des bugs, donc c'est beaucoup plus facile d'essayer de ne pas répéter finalement la définition quand c'est possible. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est un truc que je viens de me rappeler de ça, qu'on a déjà eu à l'interne une petite discussion qui était est-ce qu'on devrait tout le temps extraire, mettons qu'on a 4 étapes de suite dans une job, puis que ça, ces 4 étapes-là sont dupliquées dans 3 workflows, est-ce qu'on devrait toujours l'extraire ou même est-ce qu'on devrait l'extraire et ça le partager entre nos repos, entre plusieurs projets, puis on s'est rendu compte que du YAML, c'est pas tant le fun à extender. Là. Quand c'est littéralement les mêmes 4 étapes, OK, mais si, des fois je veux faire ça ou des fois je veux pas faire ça, exprimer ça en YAML pour avoir des inputs de ton action qui font en sorte que des fois tu prends le path A, des fois tu prends le path B, ça devient quasiment plus un mess à maintenir. Là. Oui, en effet. Puis si je peux donner un exemple, dans le projet dans lequel je travaille, souvent on fait ça, là, on va extraire des actions pour éviter de répéter, mais ça va souvent être des
vraiment des blocs précis, fait que ce ne sera pas comme un ensemble de 4 étapes qu'on utilise souvent. Ça va plus être chacune de ces étapes-là, au lieu d'appeler je sais pas, les 3 lignes de commande qu'on va avoir besoin, ces 3 lignes de commande-là peuvent être extraites dans une action. Mais les 4 étapes au complet qui forment dans le fond, la séquence d'action, elle n'est pas exacte. qui est importante, c'est ça. Celle-là, on ne l'aura pas. On va avoir vraiment plus des actions précises qui vont être exportées en actions composites. Puis le reste, on va le faire à même le workflow. Et c'est un bon juste milieu entre on duplique pas tout, mais les vraies lignes qui sont les lignes exécutées, elles sont extraites. Et si on a un bug, comme Joey tu dis, si on a un bug, on peut le corriger à une place, mais si on veut changer un peu l'enchaînement, dans ce workflow-là, on ne veut pas coller l'étape 3, on l'enlève. On n'a pas à passer un paramètre skip steps, puis là, au fond, il passe un array de numéros, puis c'est ça. Ouais, c'est vraiment compliqué. Quand on commence à voir ça, c'est un bon signe que c'est pas la bonne chose qui devrait être extraite. Right. Ça, je pense qu'il faut garder les mêmes bons principes quand on fait du code que quand on déploie là, parce que si des actions, tu sais, le single responsibility, c'est important de justement, tu écris une fonction, elle a une responsabilité, la même chose. Tu écris un workflow composite, surtout avoir une seule responsabilité. C'est correct de faire 2-3 étapes, mais il faut que ça soit une chose, que ça soit encapsulé, puis que tu puisses justement quasiment plug and play avec, des arguments de configuration, mais il ne faut pas que tu en aies 60, sinon c'est probablement signe que ton design n'est pas très, très... OK, c'est intéressant. Ça, c'est au final, c'est les mêmes principes de structure, puis de maintenabilité, puis de modularité de code. Là. OK. Puis est-ce qu'on devrait toujours, là, je change un peu de sujet, le côté sécurité, dépendre des actions des autres? Est-ce que c'est une bonne pratique? Là, c'est super cool. Ça vient qu'un méga écosystème GitHub Actions. Je veux setuper, je veux déployer sur GitHub Pages, je veux check-outer telle version de tel langage au runtime. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, ça. 3 stars sur GitHub, parfait, je prends son action, ça s'exécute. C'est une bonne pratique. Qu'est-ce que... Selon moi, ça vient un peu... c'est un peu similaire à utiliser une librairie pour n'importe quel langage de programmation. Tu sais, prendre une librairie open source qui existe, on la prend, on l'importe dans le projet. C'est sûr que ça a des impacts que c'est pas du code qu'on contrôle absolument. Là, ce que ça rajoute de plus dans le cas d'une action, c'est que c'est aussi du code qui est exécuté des fois sur nos machines à nous. Donc, ça peut être du code qu'on va... dans le cas où, comme je disais plus tôt, on a nos propres runners qui peut arriver. À ce moment-là, c'est vraiment du code que tu prends, tu l'exécutes, puis c'est du code que tu n'as pas nécessairement du contrôle dessus. Fait que c'est intéressant de pouvoir le faire. C'est sûr qu'il y a en effet un enjeu de sécurité là, qu'il faut faire attention. Puis il y a des bonnes pratiques reliées à ça. Par exemple, tu sais, toujours prendre une version spécifique du code. Fait que, idéalement, même prendre le hash d'un commit spécifique dans une action. Un tag de version, quelque chose c'est même un tag de version, des fois, le tag de version... Ça se délite, ça se refait. Ça se délite, ça se refait, ça peut se déplacer de commit. Fait qu'en mettant un hash de commit spécifique, là, on est sûr que c'est coulé dans le béton, c'est vraiment ce snapshot-là qu'on va avoir. Après ça, c'est sûr qu'il y a certaines actions qui sont maintenues officiellement par GitHub. Bon, le risque est peut-être un peu moins important, compte tenu qu'on fait confiance à GitHub quand même pour gérer notre code. Et puis il y a d'autres entités officielles, des AWS, des Airline Foundation. Ouais. OK. Mais tu sais, c'est intéressant, ce que tu dis, le côté exécuté sur la machine, puis le parallèle avec la librairie Runtime est bonne. Tu installes un paquet de JavaScript sur ton ordi qui roule dans le projet que tu roules localement, c'est la même affaire. Là, finalement, c'est quelqu'un qui met une ligne de code malicieuse là-dedans, elle va être exécutée sur ta machine. Oui, absolument. Mais ce que je trouve difficile là-dedans, en termes de niveau sécurité, c'est il y a des écosystèmes comme NPM, en fait, comme pas mal tous les écosystèmes de dépendance ont des outils un peu standards de scanner des dependencies ou s'assurer que quand il y a une vulnérabilité qui est publiée, un CVE qui est publié, on le sait, peut-être un NPM audit, mix deps audit, puis tout, mais dans ces actions-là, je pense qu'il n'y a pas de quelqu'un, un chien de garde qui regarde, l'action là, qui fait un commit automatique ou qui déploie sur AWS, il y a eu une vulnérabilité, on a trouvé cette ligne-là. Oh, OK, quand je roule mon workflow, je devrais avoir un petit avertissement, quelque chose. Ça n'existe pas, non? Pas ce que je cherche. Il y a des warnings de deprecation de fonctionnalités, mais de sécurité, j'en ai jamais vu personnellement, du moins. Non, je pense pas que c'est une fonctionnalité qui existe. Parce qu'on dirait que c'est comme bound to happen, là, que ça va, tu sais, que justement, une action qui est super populaire, qui est maintenue par une personne en Ohio, puis que là, il y a 5000 stars, puis que finalement, puis on l'a déjà vu avec des packages NPM ou des
des trucs comme ça, que ça s'est glissé par inadvertance. Hey, maintenant, c'est exécuté live sur plein de codebase de gens qui sont pas au courant. Là. Puis, il ne faut pas oublier non plus que notre contexte GitHub dans lequel les actions sont exécutées a accès à tous les secrets GitHub. Fait que la librairie, pas la librairie, mais l'espèce de vault que GitHub a pour stocker des différentes clés qui peuvent servir à déployer en production, par exemple, ou des clés qui peuvent être importantes pour, par exemple, signer un artefact buildé, ben ça, toutes ces clés-là vont être disponibles dans le contexte de build. Fait que le code qui est exécuté par une action qu'on ramasse de n'importe où, ben va aussi avoir accès à ces informations. Toutes les secrets? Peut exécuter du code qui a, dans le fond, les secrets dans le contexte. Fait que, par exemple, si on load un secret un peu plus tôt puis qu'on le stocke quelque part. Dans un environnement ou quelque part dans le code. Exact. À ce moment-là, ben, c'est sûr que l'action en tant que telle a de la visibilité sur tout ça. Puis généralement, si tu configures ton workflow pour déployer en production, ben, à ce moment-là, une erreur de code, à ce moment-là, ça se fait en production. Tout est déjà configuré pour le faire. Fait que il y a un certain danger de plus là, ou un certain risque de plus à avoir des erreurs soit des problèmes de sécurité ou carrément juste des bugs là, dans des actions qu'on ramasserait de n'importe où. C'est pas pour rien qu'Amazon a changé un peu la recommandation là, je pense dans la dernière année pour justement arrêter d'utiliser des clés statiques puis commencer à utiliser une façon dynamique de se loguer avec un token temporaire pour justement pas avoir besoin de garder en secrets des clés qui donnent accès en write à ton environnement de production parce que ça a un risque très élevé de si jamais c'est leaké. Tu sais, pas nécessairement faire une action malicieuse, mais il y a plein de façons de leaker. Tu sais. Oui, il y a des secrets sans secrets, mais c'est toujours possible d'aller les écrire dans un fichier si tu as accès au repo ou des choses comme ça. Oh oui, il ne s'affiche pas dans les logs, ça s'affiche avec des astérisques, là, mais tu sais, c'est ça. T'es capable d'utiliser ce secret-là, tu es capable de le prendre et de le mettre quelque part puis que tu peux l'extraire. OK, fait que c'est vraiment une bonne pratique. Tu sais, je pense que ça, on dirait que c'est quelque chose que je pense que les gens sont pas tant au courant de ça, là, cet écosystème-là qui est un méga avantage, mais quand tu inclus dans un de tes workflows, OK, utilise l'action foo/bar de quelqu'un qui maintient ce repo-là. Quand toi, ton workflow s'exécute, le code qui est là-dedans a accès à pas mal tout ton repo et secrets et... accès à tes commits, ton code, les secrets que tu passes, vers l'environnement. Ah non, c'est quand même à toi, ton token en tant que la personne qui a pushé ou ouais. OK, c'est un bon procédé à garder en tête. Fait que là, au niveau sécurité, aussi au niveau optimisation de nos workflows, de nos jobs, pourquoi c'est important de penser à optimiser? Puis là, par optimisation, faire en sorte que ces workflows-là, ces tâches-là sont plus efficaces. Pourquoi on pense à ça? Ben, d'un, sauver du temps, dans le sens que, genre, il y a personne qui aime ça attendre un bill. Mais aussi, évidemment, l'argent, tu sais. Le temps, c'est de l'argent, ça va? Ben oui. Ah non, mais le temps de... l'argent que, tu sais, ça coûte X $ par minute d'exécution, une action, donc c'est important d'être conscient de ça. Puis, c'est aussi, il y a des limites là, de nombre d'actions en parallèle qui peuvent être exécutées pour je pense que c'est par organisation ou par repo. Donc, bref, on a un certain budget là, je sais pas moi, je sais pas par cœur, mettons 20 000 en même temps qui s'exécute. Fait que, tu sais, s'il y a un projet qui fait un peu n'importe quoi puis qu'il en prend toujours 15, ben on va revenir avec le même problème qu'on avait à l'époque de Jenkins où est-ce qu'on avait un certain nombre de machines physiques puis qu'on attendait après certains projets qui prenaient toutes les billes en même temps. C'est ça, fait que c'est beau dire, on est dans le cloud, puis c'est comme parfait, ouais, je vais partir 100 builds en même temps. C'est comme non, là, GitHub n'a pas 100 machines pour toi ou 100 machines virtuelles qui roulent ça en parallèle, il y a quand même des limites. Ah, tu sais, ça scale mieux, mais ça scale pas à l'infini. Tu n'as pas de machine à maintenir, mais tu as quand même une limite finite de ça. Puis, par exemple, une des limitations que GitHub a en ce moment, c'est par rapport aux machines macOS. Fait que, par exemple, puis là, ça va dépendre selon le type d'organisation, mais typiquement, une organisation va avoir seulement 5 machines macOS qui peuvent utiliser en même temps. Fait que là, ça fait en sorte que s'il y a plus que 5 workflows qui est exécuté, peu importe si c'est des longs workflows ou des petits jobs rapides, à ce moment-là, ceux qui dépassent les 5 disponibles, ben là, doivent attendre qu'il y en ait une qui se libère, même si c'est quelque chose qui est exécuté dans le cloud. Fait que là, c'est ça, le côté efficacité, c'est là qu'on perd. Surtout, puis là, c'est là que je veux qu'on aide, côté concurrence, côté, tu sais,
si tantôt tu dis il y a 15 workflows en parallèle pour un même projet, ben, il y en a-tu 12 là-dedans qui sont inutiles? Il y en a-tu 12 qui te parlent de des commits qui ont été faits là, 10 minutes alors que j'en ai un fait un 2 minutes, puis là, bon, même si la build fail là, 10 minutes, je m'en fous un peu. Ce que je veux savoir, c'est que si la build présentement a fail, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? En fait, GitHub Actions supporte ça. Oui, GitHub Actions permet de définir des groupes de concurrence. Fait qu'à ce moment-là, on peut dire, ce workflow-là ou ces quelques workflows-là appartiennent au même groupe. Fait qu'on peut empêcher qu'il y ait plus qu'une job du même groupe qui soit exécutée en même temps, ou on peut même décider de canceller la job précédente qui appartient au même groupe. Fait que, par exemple, un des cas les plus typiques, c'est quand on veut exécuter une validation quand on ouvre une pull request. À ce moment-là, c'est pas impossible qu'il y ait d'autres commits qui se rajoutent à la pull request qui vont refaire partir la validation. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'on veut empêcher que la job précédente qui avait été roulée, ça sert à rien qu'elle roule pour rien, fait qu'on va la canceller. Si elle est en attente ou si elle est en train de rouler, c'est comme cancelle-moi ça. Peu importe si tu réussis ou tu fails, je me fous. On s'en fout, il y a eu quelque chose de nouveau entre-temps, fait qu'on veut canceller ça, c'est ça. On va pouvoir créer un groupe qui va être spécifiquement pour cette pull request-là, fait que ça nous assure qu'il y ait seulement une job qui va rouler pour cette pull request-là à un moment donné. Puis après ça, je sais qu'on utilise aussi le concept de path filter, s'assurer qu'on ne roule pas de build inutilement si on sait que les modifications qui ont été faites, en fait, qu'est-ce qui déclenche ce workflow-là ne sera pas pertinent sur le résultat? C'est un bon... dans les projets, pas juste style monorepo, mais dans les projets où est-ce que tu as des changements qui sont découpés, là, mettons, qui ont un scope limité dans l'arbre du projet, ça peut être une bonne idée, quand c'est possible, de juste lancer le CI d'une partie du projet, surtout s'il est assez coûteux. Un exemple d'un projet mobile qui a un folder iOS et un folder Android, par exemple, tu n'as pas besoin de builder iOS quand tu as juste des fichiers dans le folder Android. Là. Tu peux le configurer pour que dans la partie commune du projet, là, ça lance les deux si c'est nécessaire. Mais... Oui, exact. Puis GitHub supporte nativement de pouvoir exécuter un workflow conditionnellement à est-ce qu'il y a eu des changements à certains fichiers. Fait que, par exemple, on pourrait dire, bon, le workflow qui build Android, tu le builds seulement s'il y a eu des changements dans le dossier /Android. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas encore la fonctionnalité de décider ça à l'intérieur d'un même workflow. Fait qu'on avait dit un peu plus tôt que le workflow a plusieurs sous-composantes. Fait que le workflow va avoir des jobs, qui à l'intérieur des jobs va avoir des steps. Ben là, ce que GitHub supporte, c'est de déterminer si on peut, si le workflow doit rouler selon s'il y a des fichiers qui ont été changés ou non. Mais on ne peut pas dire roule le workflow, puis après ça, les jobs, dépendamment de quels fichiers ont changé, on va pouvoir les rouler ou non. Fait que, heureusement, ce qu'on peut faire, c'est on peut quand même utiliser une autre action. Il y a même des actions qui existent déjà pour faire ça. Là, fait que, comme tu disais, des path filters qui vont nous permettre d'avoir un peu de la logique là-dedans, de dire... Au niveau de la job. Au niveau de la job, dire quels fichiers ont été changés, est-ce que ça vaut la peine d'exécuter la job ou non, puis à ce moment-là, on peut juste la skipper perdamment. OK, GitHub supporte ça au niveau du workflow seulement. Supporte ça au niveau du workflow. Pour l'instant, pas pour les jobs. Peut-être que ça va venir. OK. Je sais que c'est une fonctionnalité qui existe dans d'autres systèmes. Par exemple, le GitLab CI supporte ça. Pour l'instant, c'est ça au niveau des workflows seulement pour GitHub. Mais ça se fait avec. Au final, mais tu sais, c'est intéressant parce qu'il y avait aussi, si je reviens sur le concept de concurrency, avant GitHub le support, il y a des actions qui sont sorties justement. Quand tu commences à exécuter le workflow, regarde s'il n'y en a pas d'autres autour qui partagent le même groupe que toi, puis si oui, call l'API de GitHub pour les canceller. C'est quand même assez... ça a été fait maison par quelqu'un. Mm-hmm. Fait que le GitHub le supporte maintenant, mais qu'une twist comme ça, qui ont accès avant que la job roule, OK, cancel ou pas. Fait que je me dis que c'est un peu ça qui doit être le désavantage de le faire dans un job avec une action externe, ou même une action interne qu'on peut se développer, c'est tu payes de la minute ou tu payes l'exécution pour te faire dire que exécute pas finalement. Dans le fond, dans ce cas-là, tu vas avoir besoin d'avoir une job qui va analyser ton code, voir qu'est-ce qui a été changé. Fait que cette job-là va rouler avant tout. Fait que, c'est pas une job qui va être longue, ça va peut-être prendre quelques secondes à exécuter, mais il reste que ça demande de machine, rouler cette job-là, avoir le résultat, puis après ça, à partir de ce que ce job-là nous dit, on peut décider de canceller ou non certaines autres jobs qui vont venir dans le même work. C'est vrai, j'ai vu qu'on dans tes projets, on le fait, ça, que ça, produis-moi un output de OK, quelles sont les plateformes qui doivent être... OK, c'est iOS, puis c'est tvOS. OK, parfait, fait les autres jobs ne roulaient pas, mais celle-là roule. C'est quand même bien, là, tu peux configurer
c'est par dossier, oui, mais tu peux aussi dire, par exemple, si un fichier de configuration change, je veux tout changer. Je sais pas, ma configuration de linting change, je veux rerouler mon lint dans tous mes folders. C'est quand même assez flexible à ce niveau-là. Il faut y penser, là, mais il n'y a rien qui t'empêche d'ajouter un peu de logique dans, OK, oui, pas juste par dossier, mais il y a un peu plus granulaire, puis c'est quand même... pouvoir aussi filtrer par extension. Je ne sais pas si on peut avoir une action qui vérifie que les images sont optimisées. Mais c'est quand tu là, c'est que tu peux vérifier rien exécuter tant que je sais pas que ça va avoir un impact. Comme tu sais, l'image, si ça coûte rien de mettre, mais ça coûte rien, ça coûte un peu de. OK, prends toutes les images puis optimise-les. 98% du temps, tu vas avoir aucun output, mais c'est comme avant, je vais regarder que j'ai un path, justement, avec .jpeg, .gif, quelque chose. OK, là, roule, rendu là, ça vaut la peine d'optimiser tout versus la maintenabilité de chacune des étapes. Regarde si j'en ai besoin, c'est peut-être là que ça devient lourd. Là. OK. En termes de... Avez-vous essayé de... Mettons, vous pensez quoi de, mettons, les actions qui sont longues, les splitter en plusieurs sections qui s'entrecalent, les chaîner dans le fond versus avoir une grosse action qui prend, je sais pas moi, une demi-heure à s'exécuter? C'est une bonne question. Je pense pas que dans mon projet, on a fait ce genre de changement-là, de briser une action en plusieurs sous-étapes. Un cas où ça pourrait être intéressant, c'est dans le cas où on peut les paralléliser. Là. Fait que supposons que tu as une vraiment longue action, mais qu'il y a une partie dans le milieu que ces 4 étapes-là, on pourrait toutes les faire en même temps. À ce moment-là, comme tu dis, c'est intéressant de le briser en plusieurs jobs que au final, ces jobs-là vont être exécutés sur des machines différentes, fait que c'est vraiment fait en parallèle. Là, après ça, il y a tout l'enjeu de comment tu communiques l'information entre ces différents jobs-là, parce que c'est sur des machines séparées, fait que c'est sûr qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais oui, ça peut être intéressant pour accélérer le build, là, j'imagine. Dans certains cas, ça peut probablement donner un bon gain. Là. Non. Puis, mettons, en termes d'optimisation, bonne pratique de caching. C'est aussi quelque chose qui est facile à ne pas utiliser dans GitHub Actions parce que justement, je commence mon workflow, OK, installe mes dépendances, puis parfait, dès que tu as les dépendances, continue, mais là aussi, il y a vraiment des gros gains à avoir les dépendances entre chaque commit, c'est pas toujours ça qui va changer. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce caching-là dans GitHub Actions? Les dépendances, c'est vraiment le niveau 1 de cache. Là. C'est peut-être le plus intuitif, le plus facile à mettre en place parce que maintenant, la plupart des actions officielles des différents langages le supportent avec un flag booléen que tu dis oui, cache mes dépendances, puis ça marche magiquement. Ouais, avant, il fallait le faire manuellement avec l'action là, officielle de GitHub, cache, qui passe un genre de hash là, de tes... par exemple, en JavaScript, tu y passes un hash de ton nom de module, puis de ton commit, puis en fonction du... En fond, tant que tu es sur le même commit... En fait, je pense que c'était le package là qu'on utilisait, donc tant que ton logfile n'avait pas changé, tu peux assumer que tes dépendances n'avaient pas changé, donc tu n'avais pas besoin de redownloader les fichiers. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça prend le truc que tu dis mettre en cache, ça le met quelque part, puis ensuite, quand tu loads la cache, ben là, ça te remet les fichiers là où ils étaient dans ton ancien runner. Mais tu sais, ça peut être utilisé aussi, pas juste pour la dépendance. Par exemple, dans un langage compilé, on pourrait garder en output une partie des résultats de compilation de nos fichiers, là, par exemple, pour un dossier qui n'a pas changé ou quelque chose. C'est vrai. On le fait tout ça? Nous on fait un peu quelque chose comme ça. Là. On a une partie de notre code qui a de la transpilation, fait qu'il y a vraiment des étapes intermédiaires. Puis cette partie-là, on va la mettre en cache et vérifier vraiment avec un hash. Là, comme tu disais un peu plus tôt, on va avoir un hash qui va être calculé en fonction des fichiers de code qui servent à générer cet artefact-là. Et après ça, on va mettre ça en cache, puis ça nous sauve quand même du bon temps là, sur après ça, tous les autres jobs qui découlent de la même transpilation. Ça nous évite de le refaire à chaque fois. Puis dans le cas où on exécute plusieurs builds en parallèle, ben, c'est sûr que cette cache-là va être utile. Là. C'est même pas une question. Là, mais c'est souvent ça qui est tough, c'est de dire, dans un système comme ça, automatisé, il n'y a pas, à part le temps et l'argent, il n'y a pas tant gros. Au final, la build va passer quand même, au final, ça va marcher quand même, mais c'est tout le temps un petit investissement de temps de dire, OK, bon, c'est quoi qui est mon trigger, c'est quoi qui va créer cette clé de cache-là. Okay, après ça, on le fait, après ça, on le teste, mais une fois que c'est fait, là, t'es content parce que c'est ça. En fait, quand ça marche, ça roule puis tout va juste. C'est souvent quand tu commences à avoir un problème, que ce soit, je sais pas moi, des timeouts ou tes builds sont trop longs, t'es pas assez réactif. Je sais pas moi,
contexte du web, ça s'applique peut-être un peu plus. Là, tu as besoin de faire un déploiement, puis là, ça te prend comme 40 minutes de valider ton app parce que c'est pas optimisé, t'as pas de cache. Je veux changer une string à quelque part, je veux déployer. Hey, ça me download tout, ça me réinstalle tout. Finalement, de la cache, ça serait plus nice. C'est quand tu vois ça que là, ça expose le problème si on veut, puis après ça, c'est possible de prendre action. Et c'est sûr qu'au day-to-day, que quand le build passe de 21 à 23 minutes, c'est sûr un changement, tu le vois pas nécessairement sur le coup, puis c'est plus en prenant un step back que tu dis oui, on fait ça plein de fois, on pourrait le mettre en cache. Puis c'est intéressant ce que tu disais pour les déploiements. Là, un exemple qui me vient en tête, c'est pour les environnements de dev. Fait que dans le cas où tu veux faire un déploiement sur un environnement de dev juste temporaire pour que, par exemple, un designer regarde ça ou quelqu'un de l'équipe d'assurance qualité vérifie un truc rapidement avant que ce soit officiellement mergé dans Master. Ça, c'est un use case qu'on a. Puis c'est vrai qu'après ça, devoir attendre 20-30 minutes avant que ton truc se déploie, c'est un peu moins le fun. Alors que c'est ça, des fois, il suffit de rajouter un peu de cash puis d'être un peu plus intelligent, puis ça se fait en... C'est là que le côté efficace, c'est comme, OK, on n'est pas obligé de le faire, mais comme, c'est un non-sens. Pour une petite modif, faut que ça passe à travers tout le process, comme là, c'est là que tu... Ouais, non. Parlons en tant qu'être dans l'optimisation. Et bon, tantôt, René, tu parlais de la limite de machine qu'on avait pour macOS. On s'est monté un setup de self-hosted runner. Oui. J'en ai pas parlé, j'aimerais ça rendre ça open source, ce système-là, ça serait très nice. Pourquoi on a fait ça? Comment ça marche? Pourquoi on trouve ça quand même nice comme setup? Ouais, la première grosse raison, c'est vraiment ça. Là, on avait 5 machines pour l'organisation complète, puis c'était vraiment plus assez. Il y a aussi le fait que les machines qui sont fournies par GitHub ont quand même beaucoup de limitations au niveau de macOS. Là, c'est des machines qui sont un peu moins performantes et qui ont un peu moins de ressources que leurs machines Linux, par exemple. Dans notre cas, on avait certains workflows qui demandaient vraiment une plus grosse utilisation, fait qui demandaient soit plus de mémoire, plus de CPU, ou que c'était juste vraiment très lent si on les exécutait sur les machines GitHub. Ce qui aide pas à la petite taille du pool. En plus, t'as 5 machines. Puis là, encore, c'est parfait, il va y avoir une petite rotation. C'est comme, non, les builds durent vraiment longtemps. C'est ça, les builds. Exact. Fait que les deux nous aidaient pas. Fait que, oui, c'est ça. On a fait un petit setup de machines self-hosted. Puis c'est ça qui est intéressant, là, c'est qu'on peut vraiment avoir les deux en parallèle. Fait que dans notre cas, les machines self-hosted sont vraiment utilisées pour les jobs qu'on sait qu'ils ont besoin d'être roulés sur macOS. Puis on sait que ça va être des jobs qui vont prendre beaucoup de CPU ou qui ont besoin de ces ressources-là. Puis tout le reste de nos jobs s'exécute quand même sur les machines de GitHub. Là. Fait que tous ceux c'est un build qui n'a pas besoin de rouler sur macOS, on prend les machines Linux puis ils fonctionnent très bien. Le YAML, sensiblement le même. Ce qui est cool aussi, là, c'est pas un autre système à part. Non, c'est ça. Exact. Puis les self-hosted runners qu'on a, en fait, c'est ça, on peut prendre la plupart du temps, on peut prendre le même workflow qui roulait sur les machines macOS de GitHub. On va l'exécuter sur nos machines à nous, puis ça va être sensiblement la même affaire. C'est sûr que bon, dépendamment de comment est configuré, il n'y aura pas nécessairement les mêmes outils en cache, fait que des fois, ça va prendre un peu plus de temps pour aller chercher ces outils-là. Mais sinon, c'est la même logique, c'est vraiment le même logiciel qui est exécuté sur la machine là, qui va lire ton YAML puis faire ce que tu lui dis. Mais ça, c'est GitHub qui fournit ça. C'est GitHub. Ça aussi, c'est cool que ce soit GitHub qui le fournisse de façon officielle. C'est pas nous autres qu'on a fait un truc qui poke l'API de GitHub qui va chercher des jobs à pogner. C'est le runner qu'on appelle de GitHub Actions. Il est assez... ça de l'ordre drôle, vas-y, fais tes erreurs. Exact. C'est vraiment juste un exécutable que tu télécharges, tu le lances avec la clé de ton organisation ou de ton repo, dépendamment c'est où tu veux ajouter le runner. Puis lui, il s'arrange avec ça, puis il va être capable d'exécuter les jobs. Là. Puis nous, ce qu'on a bâti, c'est ce qu'il y a autour de ça. C'est ça qui est awesome. Ouais. Le côté, par le runner, c'est facile, mais ça assure-toi que tu as une machine clean à chaque fois. Ouais, ça, c'est la partie où GitHub s'arrange un peu avec ça sur leur machine. Là, fait qu'on ne sait pas trop comment eux ils font. Fait qu'on imagine que c'est probablement soit des containers ou des VM qui ont de leur bord. Pour macOS, c'est un peu plus compliqué là, parce qu'il y a certaines choses que tu peux pas vraiment juste exécuter ça sur un container. Par exemple, si tu veux avoir accès à Xcode pour builder iOS, ben là, à ce moment-là, il faut que ce soit vraiment exécuté sur une machine macOS. Fait que dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est on utilise vraiment des machines virtuelles qui utilisent le nouveau système de virtualisation d'Apple. Fait qu'il y a vraiment très peu d'overhead. C'est pas là VMware ou Parallel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment celui natif d'Apple. Fait qu'on a des performances qui sont presque égales à si on l'exécutait directement sur la machine. Par contre, l'avantage qu'on a avec ça, c'est que
à la fin, quand la job finit de s'exécuter, on prend la machine, on la jette aux poubelles, puis on en repart une autre qui est dans un état complètement clean. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, on s'assure comme ça que le build va tout le temps être pareil, peu importe c'était quoi le contexte d'avant qui a été exécuté, puis peu importe c'était quelle équipe de travail qui avait roulé une job là-dessus, parce que on a plusieurs projets qui utilisent ces machines-là. Fait que non, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Versus le setup qu'on avait avant. Parce que on a eu pendant longtemps, encore quelques projets qui roulent. Sur Jenkins, c'était avec des machines, comme dit macOS, mais que c'était exécute-toi, fais peut-être un peu de clean-up après ou à tous les jours, il y a du clean-up qui se fait de fichiers, mais jamais de remettre la machine à l'état où elle était avant. On avait le bon vieux Zach, peux-tu repartir la machine? Ouais, c'est ça, de pousser pour repousser. Ouais, non, c'est ça, exact. Puis, je me demandais les images qui roulent ces jobs-là, est-ce que c'est dans le fond, c'est nous qui les configurons puis qui les générons? Oui, pour l'instant, c'est nos images à nous. Okay. Ça vient avec pas des désavantages, mais il y a quand même une maintenance manuelle à faire. On avait la conversation tantôt de. Moi, je trouve la machine, c'est pas updaté à Xcode automatiquement. Parce que la machine, elle boot, elle exécute, puis elle arrête. Fait que c'est comme ça vient avec, OK, il faut la faire, il faut la mettre à jour, mais ça nous met 100% en contrôle de ces machines-là. La machine, l'État ne change pas avant que ce soit nous qui disent change. Oui, en effet. Puis, oui, on a un peu de maintenance à faire. Ce qui est intéressant dans le cas de GitHub Actions, c'est que la plupart des workflows qu'on va avoir vont installer leurs propres outils, donc vont utiliser soit des actions ou carrément juste des scripts là, qui vont installer leurs propres outils parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans l'écosystème de GitHub en général. Fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'installer un paquet d'outils sur la VM. On peut en mettre quelques-uns si on veut que ça aille plus vite parce qu'on sait que, par exemple, chez Mirigo, on utilise X ou Y programmes qui vont être utilisés dans 99% des jobs. Ben là, puis que la version n'est pas tant pertinente. La version n'est pas tant pertinente, mais sinon, on peut aussi juste ne pas les mettre puis prendre les 30 secondes que ça prend à chaque début de job pour les installer. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas de maintenance à faire sur ces outils-là. Vrai. Est-ce que vous utilisez quelque chose pour, mettons, je pense qu'on a plusieurs machines, pour garder synchronisé les... C'est ça que tu poses des questions, c'est des très bonnes questions. C'est une excellente question. C'est la partie en ce moment qui est un peu moins définie. Là. C'est assez nouveau qu'on a ces machines-là, mais oui, on a une espèce de l'équivalent d'un container registry là, qui va stocker la VM dessus. Puis chacune des machines va aller chercher la machine virtuelle la plus récente sur ce registre-là. Fait qu'on peut prendre la machine virtuelle, faire un changement dessus pour la mettre à jour, la publier sur le registre, puis à ce moment-là, les machines devraient s'updater tout seules. Après avoir downloadé plusieurs gigabytes de data, parce que c'est quand même des grosses machines. C'est des grosses machines virtuelles, puis c'est ça. C'est la partie qui est un peu moins fun en ce moment, là, c'est qu'on envoie vraiment la machine virtuelle au complet, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas avec un setup Docker, mettons, mais là, Docker, d'habitude... à cause des layers, puis que c'est plus facile à... Docker utilise vraiment le kernel Linux de la machine haute, puis après ça, va avoir vraiment juste ce que tu as besoin. Fait que quand tu télécharges une image Docker, c'est généralement assez... Si tu as déjà la base image, si tu as déjà les layers de Ubuntu, ouais, c'est ça. Fait que dans notre cas, c'est vraiment c'est le disque au complet qu'on partage. Là. Fait que ça peut être plusieurs dizaines, voire centaines de gigs, mais... c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire si souvent que ça, puis ça reste sur le réseau interne de Mirigo, fait que ça va relativement bien aussi. Mais rendu là, ce setup-là de container qu'on push, qu'on pull, on aurait la même chose à faire si on avait à les distribuer via SCPI. Ouais, faut distribuer ces machines-là sur d'autres hosts. OK. En terminant, messieurs, si je vous demande, qu'est-ce que vous voyez comme piste d'amélioration dans notre système actuel, dans notre setup actuel avec GitHub Actions? Ben, je peux commencer... dans mon cas, ce serait vraiment, comme ce qu'on a parlé un peu plus tôt, là, rajouter d'autres optimisations. Fait que c'est quelque chose qui demande un peu de temps à faire, mais qui en sauve beaucoup, comme on l'a dit. Puis là, actuellement, dans le projet dans lequel je travaille, on en a beaucoup de ces bonnes pratiques-là, mais il en manque. Il y a toujours des trucs qu'on peut rajouter qui font que les builds prennent moins de temps. Puis le projet dans lequel je suis a des builds qui sont vraiment très longs puis qui sont sur beaucoup de plateformes séparées. Fait qu'on en a vraiment beaucoup, on en roule vraiment souvent, fait que c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de gain-là parce que ça s'applique sur des dizaines de builds à chaque jour. Là, le multiplicateur, tu fais sauver 2 minutes, ben c'est fois un nombre incroyable de builds en une semaine, mettons. Oui, exactement. Puis c'est sans compter même la validation. Là, on a beaucoup de workflows qui sont
qui n'exécutent pas de build, mais qui font vraiment juste vérifier si c'est bon le code de bon linting, tout ça. Ça, c'est exécuté beaucoup de fois par jour. Fait que ça sauve du temps au final, ça sauve du temps de dev, ça sauve du temps de machine, ça sauve du temps pour tout le monde. Cool. Joey? De mon côté, j'aurais envie de continuer. À mon arrivée chez Mirigo, il y a 3 ans, j'avais fait un petit bot Slack là, qui postait les messages de déploiement sur Slack. Puis dans le fond, vraiment, c'est comme on bash manuellement. Oui, on parle avec les PI de Slack pour poster des messages. On met à jour le message quand le build est terminé ou quand il fail avec un diff. J'aimerais ça un peu améliorer ça, l'encapsuler dans une action réutilisable au lieu que ce soit 5 steps bash copier-coller dans différents projets avec un step de clean-up automatique, des choses comme ça. J'aimerais ça mettre un petit peu de temps pour que ça soit plus facile à intégrer dans une action. Comme on a dit tantôt, finalement, encapsuler ça dans une action réutilisable qu'on pourrait versionner, qu'on pourrait distribuer en open source. Cool. Ben, merci beaucoup, messieurs. C'était super intéressant comme sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.